Juste une petite parenthèse, pensez à participer au jeu concours qu'on vous a proposé dans la vidéo précédente, qui était donc jeu concours. Et voilà, jusqu'au 12, n'oubliez pas, participez et vous aurez ça. Bon, ben mon Ludo, on profite de cette petite journée bien pluvieuse, parce que là, vous voyez pas, mais moi, ce que je vois dehors, ça fait pas rêver. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va profiter pour répondre aux nombreuses questions que vous nous avez laissées en commentaire. On se faisait la réflexion en les relisant toutes que vous étiez très impliqués, très bienveillants, très curieux, très dans le soutien. Donc génial. Comment tu vas pouvoir financer le coût des travaux? Alors, les travaux, en fait, sur le manoir, vont être financés par la vente des terrains constructibles, qui se trouvent un petit peu plus bas. Après, sur le coût des travaux, il y en a qui ont dit effectivement qu'il y en avait pour plusieurs millions. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut faire un intérieur ultra luxe, avec du marbre et du staff partout, j'en doute pas. Là, c'est pas l'idée. L'idée est d'en faire quelque chose de confortable, d'en faire quelque chose d'esthétique. Maintenant, en utilisant des choses simples, des beaux matériaux, on peut faire une restauration à des coûts tout à fait raisonnables. Et en plus, depuis que je fais ça, parce que j'en suis pas à mon coup d'essai, mais ça aussi, je vous le raconterai, mais j'en suis à ma 6e rénovation. Et je me suis toujours énormément impliqué dans les travaux, ce qui m'a permis, de faire des économies importantes, puisqu'il y a beaucoup de choses que je fais moi. Et surtout, ça m'a permis d'apprendre, en travaillant avec des artisans et des professionnels, j'ai appris à faire. Alors, je ne ferai pas tout, parce que là, le manoir, il y a à peu près 1 an et demi de travaux avec des entreprises. Si je devais le faire moi tout seul, ça serait une vie, et encore, je pense que ça ne suffirait pas. Quand tu parles justement de la déco, que ce ne sera pas ostentatoire avec du marbre partout, finalement, c'est un peu ce qu'on voit autour de toi, là, parce que je pense aux gens qui regardent la vidéo. Alors déjà, j'adore la récup. J'adore réutiliser des choses, les restaurer. On fera un sujet sur un manoir que j'ai restauré juste avant d'avoir acheté cette propriété, qui était un vieux manoir qui était à peu près dans le même état, dans vraiment un état catastrophique. Ça vous donnera peut-être une idée de ce qu'on peut faire avec un peu de sous, mais pas trop, et en restant dans des prix très raisonnables. Est-ce que tu auras besoin de bénévoles pour la rénovation, des volontaires pour t'aider? Alors j'adorerais travailler avec des personnes, surtout que c'est super agréable de voir, on a déjà eu des messages de personnes qui disaient vouloir venir aider. Ça demande juste une organisation, de bien définir des étapes de travail, et donc peut-être aujourd'hui en l'état c'est un peu tôt, mais peut-être qu'effectivement à un moment donné, pourquoi pas, surtout peut-être sur la gestion des extérieurs, ça peut être une bonne idée. Est-ce que la propriété est classée? Alors, la propriété est classée au terme du paysage. Mais ça, c'est pas propre à la propriété, c'est propre au bassin de l'Orvanne, qui est la rivière qui alimente l'étang. Et tout le bassin, en fait, est classé au terme du paysage. Ça veut dire que l'ensemble du décor, dont le manoir en fait partie, de l'étang, ne doit pas vraiment changer, il doit rester tel quel. Après, le manoir en lui-même, il est répertorié, mais il n'est pas classé au monument historique. Je n'ai pas, je dirais, autant de contraintes sur l'usage des matériaux précisément. J'ai quand même un certain nombre de choses à respecter. Quand les travaux seront finis, tu vas y faire quoi? Alors, l'idée d'origine de cette propriété,
était d'abord d'y habiter avec ma famille, d'en faire ma résidence principale. Donc, ce qui sera le cas dans le manoir quand il sera restauré. Et le reste des bâtiments vont trouver comment dire, un usage dans un développement économique global sur la propriété. On va partir sur les terrains. Est-ce que la coupe de bois, c'est envisageable? Alors non, non, pour deux raisons. Alors d'abord parce qu'on est quand même 80% de la propriété sont des marais et des zones humides, donc impossibilité d'y aller en tout cas avec des engins type tracteur ou pelleteuse ou du gros matériel pour récupérer le bois. Ça serait beaucoup trop cher, beaucoup trop compliqué. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que l'idée n'est pas d'exploiter justement le bois, mais de laisser cette forêt la plus tranquille possible et de la préserver. Il faut savoir qu'un arbre mort, c'est un véritable hôtel à insectes. Qui dit insectes dit protection des oiseaux qui se nourrissent des insectes, et ainsi de suite. Donc, de garder l'équilibre écologique au maximum. Donc, de ramasser un peu de bois mort, oui. Maintenant, de rentrer dans le cadre d'une exploitation, sûrement pas. Est-ce que tu ne pourras pas faire un élevage de chèvres ou de moutons sur les terrains agricoles? Depuis le sujet, eh bien, figurez-vous qu'il y a des associations qui m'ont contacté avec de beaux projets, notamment de faire du miel, donc de mettre des ruches, ce qui est une super idée. Il y a une association qui m'a contacté pour faire une halte à cheval. C'est une superbe idée, c'est-à-dire de faire des cheminements, des chemins de balade à cheval et de pouvoir justement faire une halte et de mettre effectivement moutons et chèvres pour continuer d'entretenir. Pourquoi tu ne mettrais pas une hydrolienne pour créer de l'électricité? Le manoir n'est pas un moulin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Sur cette propriété, en fait, l'étang, qui est totalement artificiel, hein, qui daterait grosso modo du XIIe siècle, avait été entièrement fabriqué pour faire donc de l'élevage de poissons, notamment d'anguilles. Et donc, il y avait tout un système de grilles pour éviter que les poissons partent. Et donc pas du tout d'usage de pression d'eau ou de chute d'eau ou de choses comme ça. En revanche, plus loin dans la propriété, il y avait un moulin il y a quelques vestiges, mais il est en dehors de la propriété, il ne m'appartient pas, mais qui prend effectivement de l'étang. Il y a un bras d'eau qui s'en éloigne et qui alimente ce petit moulin. Aujourd'hui, il y a un organisme qui gère au niveau hydraulique tout le bassin de l'Orvanne et qui s'appelle l'EPAGE. Et cet organisme est en train de faire un gros travail de gestion du bassin du Loing et de l'Orvanne pour faire ce qu'on appelle une continuité écologique. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis le point de source de la rivière jusqu'à ce qu'elle se jette dans la Seine, enfin en l'occurrence elle se jette dans le Loing, mais juste au moment où le Loing se jette quasiment dans la Seine, il faut que les limons, c'est-à-dire toutes les alluvions, puissent redescendre le cours d'eau. Il faut que les poissons puissent remonter le cours d'eau, certains pour aller pondre, notamment par exemple les brochets qui vont pondre dans des plaines qui sont immergées de temps en temps. Donc il faut que les niveaux d'eau puissent justement être fluctuants. Tout ça, c'est possible s'il n'y a pas de barrage. Ici, comme à d'autres endroits sur le parcours de cette rivière, il y a encore des barrages. Donc l'EPAGE est en train de mettre tout un bureau d'études qui travaille dessus et sur la continuité écologique, comment contourner
ces barrages, comment retracer la rivière pour justement que tout ça soit possible. Donc pour l'instant, pour que tout ça fonctionne, je ne peux pas utiliser les chutes d'eau à des fins hydrauliques pour créer de l'électricité, tant que tout ce programme n'est pas mis en place. Est-ce qu'on est sur un terrain inondable ici? Le bassin de l'Orvanne n'a pas été trop retracé et trop comment dire, travaillé par l'homme, ce qui fait que ce sont plein de bras, de multiples bras qui traversent de nombreuses zones humides. Et donc ces zones humides sont justement ce qui nous empêche d'avoir des variations trop importantes puisqu'elles se gorgent d'eau, puis les relibèrent. Au moment où on en parle, là le Loing étant cru de façon assez importante, on a eu de la pluie non-stop. Là, l'étang, il est monté, on va dire, de 50 cm, mais il n'arrivera pas au-dessus. J'ai pas compris quel était le problème avec l'étang. Alors l'étang, je ne vais pas trop m'étendre. Ça va faire l'objet d'une vidéo. Il y a énormément de choses à expliquer et à montrer sur l'étang. L'étang étant un des problèmes majeurs sur la propriété et un problème énorme, autant au niveau de sa biodiversité, de son entretien que de son coût. Aujourd'hui, l'étang est dans un état d'envasement quasi comment dire, définitif et total, c'est-à-dire qu'il devait faire 2,50 m de fond il n'y a pas si longtemps ça, il y a une cinquantaine d'années, ou une centaine d'années en tout cas, et qu'aujourd'hui il reste entre 50 et 80 cm d'eau. Merci mille fois en tout cas pour toutes vos questions. Là on a répondu, on va dire, à les questions les plus récurrentes que vous avez pu nous poser. Il y en a plein d'autres qui vont trouver leur réponse petit à petit. Donc soyez un tout petit peu patient parce que les choses vont arriver. Là cet été, ça va être certainement aussi beaucoup à l'extérieur. Mille merci de nous suivre. Ça nous donne vraiment de l'enthousiasme pour continuer. Donc je vous dis donc à très vite. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous, soutenez-nous, écrivez-nous.